Voici quelques titres décrivant le Wisconsin ces dernières années. 7 des villes les plus alcoolisées d'Amérique se trouvent toutes dans un seul État. Le Wisconsin abrite 12 des 20 villes les plus alcoolisées de la nation. Le Wisconsin est officiellement l'État le plus alcoolisé de toutes les manières mal et mesurables. Milwaukee est la ville la plus alcoolisée d'Amérique, et ainsi de suite. C'est une réputation assez folle à avoir. Et cela pose la question, qu'est-ce qui pousse le Wisconsin à boire autant ? Eh bien, d'emblée, ce n'est peut-être pas aussi extrême dans la réalité. Je veux dire, ces études semblent beaucoup se baser sur des auto-déclarations de consommation excessive d'alcool, donc il peut y avoir quelques variables en jeu. Mais néanmoins, il est impossible de nier le phénomène de consommation d'alcool qu'est le Wisconsin. Alors pour comprendre comment ils en sont venus à être de tels buveurs, nous devons commencer par le début. Le Wisconsin a une longue connexion culturelle avec la bière et le brassage, remontant à certaines des premières colonies américaines là-bas. Les années 1820 et 1830 ont vu un grand nombre d'immigrants arriver sur le territoire du Wisconsin. Un grand nombre des premiers immigrants dans l'État étaient allemands, qui ont apporté avec eux des connaissances sur les techniques de brassage allemandes et un fort sentiment de fierté nationale qu'ils associaient à la bière et au brassage. Les colons ont trouvé dans le Wisconsin un sol riche et un climat bien adapté à la culture du houblon et de l'orge. Le lac Michigan fournissait à la fois une ample réserve d'eau douce et des voies de navigation pour faire venir des ingrédients de la côte Est. Il était facile de couper de la glace dans les rivières et les ruisseaux pendant les longs hivers, ce qui facilitait le stockage et la conservation de la bière avant l'invention des réfrigérateurs. Dans les années 1840 et 1850, Milwaukee s'était forgé une réputation de ville en plein essor allemande, attirant encore plus d'immigrants dans la région. Certains ont commencé à la voir comme un centre national du catholicisme allemand, tandis que d'autres libres penseurs allemands sont venus après avoir fui la persécution politique suite à une série de révolutions ratées en Europe en 1848. Quelle que soit la cause, l'industrie croissante de la bière à Milwaukee s'est retrouvée inondée de talents. Des grands brasseurs allemands comme Pabst, Miller, Schiltz et Blatz sont devenus proéminents alors que la révolution industrielle arrivait dans le Wisconsin et ont commencé à industrialiser leur processus de brassage avec l'ambition de s'étendre à l'échelle nationale. Au tournant du siècle, Milwaukee était en tête de la production de bière nationale. Il convient de noter que l'essor de l'industrie de la bière du Wisconsin n'a pas été sans opposition. Au même moment où les brasseurs de Milwaukee commençaient à se moderniser, un mouvement de tempérance grandissant commençait à prendre racine. Le débat sur la prohibition semblait découler du clivage urbain-rural. La population allemande croissante voyait les appels à restreindre l'alcool comme une attaque contre leur patrimoine et de nombreuses activités du mouvement de tempérance avaient une saveur nativiste, concentrant leur attention sur les catholiques, les Irlandais et les immigrants allemands. En 1853, partiellement galvanisé par une tournée de conférences de Phineas Taylor Barnum des décennies avant qu'il ne fonde son cirque, les habitants du Wisconsin ont voté pour interdire la bière dans l'État. C'était un référendum, donc l'interdiction réelle devrait être adoptée par la législature, ce qu'ils ont fait 2 ans plus tard. Mais le projet de loi a été véto par le gouverneur, pour potentiellement ne pas décevoir la grande population allemande à Milwaukee. Bien que le mouvement de tempérance n'ait pas prévalu dans les années 1850, la prohibition est finalement arrivée. Le Wisconsin a été l'un des premiers États à ratifier l'amendement en janvier 1919. C'était quelques mois après la fin de la Première Guerre mondiale et l'animosité anti-allemande était encore forte, ce qui pourrait avoir atténué toute opposition à la prohibition. Le parcours du Wisconsin à travers la prohibition et ses conséquences finirait par façonner sa relation avec la consommation d'alcool et l'alcool pour les décennies à venir. L'État avait une façon de trouver des failles dans sa propre loi. Le 18e amendement permettait à chaque État de rédiger sa propre loi définissant comment il appliquerait la prohibition. Le Wisconsin a adopté une loi définissant l'alcool comme tout ce qui dépasse 2,5% d'alcool par volume, bien au-dessus de la quantité indiquée dans la loi nationale. Cette loi a été modifiée 1 an plus tard pour correspondre à la loi fédérale, mais a fini par être abrogée 4 ans avant la fin de la prohibition, laissant l'État sans loi d'application. Au niveau du sol, les brasseurs avaient différentes méthodes pour essayer de naviguer la prohibition. Certains se sont tournés vers la fabrication de glace, de fromage ou de soda, tandis que d'autres ont essayé de brasser de la bière sans alcool, dont le taux d'alcool était éliminé par ébullition, mais beaucoup d'entre eux ont fini par faire faillite. L'industrie brassicole du Wisconsin a atteint son apogée en 1914 avec 132 brasseries. Mais à la fin de la prohibition, il n'en restait que 73, et ils avaient beaucoup de clients assoiffés. 1 an après l'abolition de la prohibition, la Tavern League du Wisconsin a été créée pour représenter les intérêts des propriétaires de bars dans tout l'État.
Au fil des années, la Tavern League est devenue un acteur clé dans la détermination des lois relatives à la fabrication et à la consommation d'alcool dans tout le Wisconsin. Mais nous en parlerons plus tard, car d'abord, il y a un autre phénomène post-prohibition qui est essentiel pour comprendre la relation de l'État du Badger avec l'alcool. Les clubs de dîner et leur relation avec le brandy. Après la prohibition, les anciens speakeasies et les maisons de route utilisées par les contrebandiers et les coureurs de rhum se sont transformés en clubs de dîner. Les restaurants du soir, connus pour leurs repas, leurs boissons et leurs danses dans une atmosphère détendue, ont connu un boom après la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1947, ces nouveaux établissements ont été confrontés à un problème d'approvisionnement lorsque le président Truman a fermé les distilleries aux États-Unis pendant 60 jours afin que le grain puisse être détourné vers les pays d'Europe qui avaient encore du mal à nourrir leur population après la guerre. Certains consommateurs du Wisconsin soupçonnaient les propriétaires de tavernes et les barman de verser de l'alcool bon marché dans des bouteilles coûteuses. Les gens ont commencé à se méfier de l'industrie. Les distributeurs du Wisconsin ont pu acquérir un stock vieillissant de 30 000 caisses de brandy Korbel en provenance de Californie. À partir de ce moment-là, les clients des bars du Wisconsin étaient convaincus qu'ils obtenaient de l'alcool de qualité s'ils commandaient une boisson à base de brandy. Le cocktail Old Fashioned est devenu un incontournable dans les clubs de dîner de l'État, qui étaient largement considérés comme des établissements familiaux. Ainsi, la boisson est devenue une sorte de tradition, transmise de génération en génération. La demande de brandy du Wisconsin est si élevée que certaines années, elle représente plus de la moitié des ventes totales de Korbel. Le brandy Old Fashioned est devenu si courant dans le Wisconsin qu'en 2023, l'Assemblée de l'État a adopté une résolution le nommant « cocktail officiel de l'État du Wisconsin ». Et oui, le Wisconsin a également été le premier État à désigner un cocktail officiel de l'État. Maintenant que nous avons une compréhension des paysages naturels et historiques du Wisconsin, il est temps de regarder le paysage juridique. Il y a plusieurs facteurs qui rendent l'alcool plus facile d'accès dans le Wisconsin qu'ailleurs aux États-Unis. Le facteur le plus significatif est peut-être le nombre incroyable de lieux où se saouler. Une analyse de 2022 a examiné quels États, aux États-Unis, avaient le plus de bars. Le Wisconsin comptait plus de 2700 bars au total, le plaçant en 4e position sur la liste, derrière New York, la Californie et le Texas. Ce n'est pas trop surprenant lorsque l'on considère la population de ces États. Le plus petit des trois, New York, a une population plus de 3 fois supérieure à celle du Wisconsin. L'image change évidemment lorsque vous prenez en compte la population. Dans la liste des États avec le plus de bars pour 100 000 habitants, le Wisconsin arrive en 3e position, juste derrière le Montana et le Dakota du Nord, certains des États les moins peuplés du pays. Avec un peu moins de 6 millions d'habitants, le Wisconsin a une population triple de celle de ces deux États combinés. En gros, en ce qui concerne la population, ces États ont une barre beaucoup plus basse à franchir, tandis que le Wisconsin, qui se situe au milieu du peloton, est en compétition avec les poids lourds de la nation. Si vous cherchez en ligne ce que les gens du Wisconsin pensent de cette culture de la boisson, beaucoup disent que c'est simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, surtout pendant les longs hivers. Mais sur une note plus sérieuse, une raison potentielle du grand nombre de points de vente dans le Wisconsin est un manque de réglementation à l'échelle de l'État. Contrairement à de nombreux autres États, qui ont un contrôle partagé de la ville et de l'État sur la délivrance des licences d'alcool, les municipalités locales gèrent la délivrance des licences d'alcool et sont autorisées à fixer leurs propres limites pour répondre aux besoins de leur communauté. Cela signifie également que toute ville ou commune a le droit de ne fixer aucune limite du tout. En 2023, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a signé un projet de loi réformant les lois sur l'alcool de l'État. La nouvelle loi a créé une division au sein du département du revenu pour superviser l'industrie de l'alcool dans l'État. Les licences d'alcool seront toujours gérées localement, mais si une ville ou une commune a fixé et atteint sa limite pour les nouvelles licences, la nouvelle loi permettrait aux futurs propriétaires de bars de les contourner et de demander une licence auprès du comté. Cela rendra sans doute encore plus facile l'augmentation incontrôlée du nombre de bars dans le Wisconsin. Cela nous amène au sujet de l'influence et de l'un des plus grands noms de l'État en matière de lobbying et de l'industrie de l'alcool, la Tavern League du Wisconsin. Comme mentionné précédemment, la Tavern League a été créée en 1935, juste après l'abolition de la prohibition, pour représenter les intérêts des propriétaires de bars dans l'État. La Tavern League a passé des années à négocier avec les législateurs sur le projet de loi réformant les lois sur les boissons alcoolisées au Wisconsin. La Tavern League a acquis une certaine réputation. Beaucoup d'encre a été versée pour le meilleur ou pour le pire sur l'emprise que cette organisation a sur les décideurs politiques de l'État. Une analyse réalisée par une organisation à but non lucratif de journalistes du Wisconsin a révélé que la Tavern League dépense en moyenne environ 230 000 $ par session législative de 2 ans. Mais ils sont loin d'être seuls.
Au cours des 10 dernières années, l'Association des distributeurs de bière du Wisconsin a dépensé entre 81 000 $ et 380 000 $ par session législative. Molson Coors a dépensé environ 275 000 $ en lobbying depuis l'acquisition de la Miller Brewing Company en 2016, et l'Institut du vin et des spiritueux du Wisconsin a signalé avoir dépensé à peu près la même somme lors des 2 dernières sessions. Bien que la Tavern League ne soit pas le plus gros dépensier en dollars de lobbying, elle peut toujours être efficace pour faire avancer son programme. Les victoires de la Ligue comprennent la suppression des avertissements de conduite en état d'ivresse, des panneaux routiers de l'État et l'extension des heures d'ouverture des bars. En dehors des efforts officiels de lobbying, certaines des stratégies de la Ligue peuvent être difficiles à comprendre. Mais il semble clair qu'elle a développé des relations solides avec les décideurs politiques. La réputation de la Ligue des tavernes est si répandue que lorsque les gens n'ont pas d'explication pour une politique au Wisconsin, ils soupçonnent souvent que la Ligue est derrière. Que ce soit les magasins d'alcool qui ne restent ouverts que jusqu'à 21h, ou le Wisconsin qui est à la traîne par rapport à ses États voisins, l'Illinois et le Minnesota. En matière de légalisation du pot, les gens regardent la Ligue des tavernes, même si elle n'a jamais pris position ou fait du lobbying actif sur l'un ou l'autre de ces sujets. Malgré toute l'attention qu'ils reçoivent pour exercer leur influence au profit des propriétaires de bars, un autre problème pour lequel ils ont fait du lobbying avec succès est le financement de l'État pour leur propre programme Safe Ride, qui offre des trajets gratuits à domicile aux clients des bars participants. Il est difficile de mesurer l'influence que l'industrie de l'alcool obtient grâce au lobbying et à l'influence, mais il est certain que les législateurs ont utilisé d'autres moyens pour faire preuve de légèreté. Le Wisconsin a certaines des taxes les plus basses sur la bière et le vin dans le pays. Depuis la prohibition, le taux d'imposition sur la bière n'a été augmenté qu'une seule fois, en 1969. Il a été augmenté d'$1 le baril à $2, ce qui équivaut à environ 6 centimes le gallon. Les bars du Wisconsin sont également autorisés à servir des mineurs, tant qu'un parent ou tuteur est avec eux. Ils ne sont pas le seul État avec cette règle, mais pour un État comme le Wisconsin, cela contribuerait certainement beaucoup à normaliser la consommation d'alcool parmi les jeunes, et à l'ancrer comme faisant partie de la culture de l'État. Et la culture contribue grandement à expliquer ce problème à plus d'un titre. Les données semblent clairement indiquer que les résidents du Wisconsin boivent beaucoup plus que le reste du pays, à un degré ridicule, mais la réalité serait qu'il y a beaucoup de place pour la nuance. Dans presque tous les cas, le critère utilisé pour établir l'ivresse relative d'un État a été le pourcentage de la population qui boit régulièrement de manière excessive. Les données les plus fiables que nous avons sur la consommation excessive d'alcool proviennent du système de surveillance des facteurs de risque comportementaux du Centers for Disease Control and Prevention, qui repose sur l'autodéclaration. Un État comme le Wisconsin, avec sa connexion culturelle à la consommation d'alcool, n'aura pas autant de stigmatisation associée à la consommation d'alcool que d'autres États. Les habitants du Wisconsin pourraient être un peu plus disposés à partager la fréquence et la quantité de leur consommation d'alcool. Après tout, l'industrie brassicole du Wisconsin contribue à hauteur de 12 milliards de dollars à l'économie de l'État. Elle soutient plus de 69 000 emplois dans l'agriculture, la fabrication, la vente au détail, la distribution et la brasserie proprement dit. Elle verse plus de 3 milliards par an en salaires et avantages et contribue à hauteur d'1,5 milliard au gouvernement en impôts. Pourquoi un résident du Wisconsin verrait-il quelque chose de mal à cela ? Eh bien, le fait est que cela a aussi un coût. Vous souvenez-vous quand j'ai dit que la bière rapporte 1,5 milliard de dollars en taxes ? Une étude de 2006 a révélé que la consommation excessive d'alcool coûte à l'État environ 4 milliards par an. Environ les 2 tiers des coûts proviennent d'une faible productivité. En coûts médicaux et services gouvernementaux, et cela représente un impact négatif substantiel sur l'économie de l'État. Mais voici ce à quoi vous pourriez ne pas vous attendre. Malgré toute l'attention qu'il reçoit pour son niveau de buveur excessif en matière de coûts pour l'État, le Wisconsin n'est pas une exception. Avec une population estimée à 5,9 millions de personnes, le Wisconsin est le 20e État le plus peuplé, solidement au milieu du peloton. Et lorsque vous regardez les coûts par habitant pour la consommation excessive d'alcool, il est exactement à la 20e place. Le coût pour l'État de la consommation excessive d'alcool est d'environ $700 par personne, ce qui est juste autour de la médiane. Le reste des données se déroule à peu près comme vous vous y attendriez. Les grands États comme la Californie et le Texas ont le coût total le plus élevé. Mais répartis sur leur population, cela s'équilibre. L'Utah, étant peut-être l'État le plus sec, a le coût par habitant le plus bas pour l'ivresse. Il y a cependant une exception qui semble mériter d'être mentionnée. L'endroit avec le coût par habitant le plus élevé de loin pour sa consommation excessive d'alcool est régulièrement le plus proche concurrent du Wisconsin pour l'endroit le plus ivre de l'Union, Washington District de Columbia.
L'excès de consommation a coûté au district de Columbia 966 millions dans l'étude de 2006. Cela peut ne pas sembler beaucoup comparé aux milliards que dépensaient les autres États. Mais pour la population de district de Columbia, qui était estimée à moins de 600 000 personnes si à l'époque, cela revenait à environ 1 600 $ par personne, soit plus de 500 $ de plus que l'État le plus proche. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Le Wisconsin en tant qu'État est-il simplement capable de tenir son alcool? Le fait de passer autant de temps autour des politiciens pousse-t-il les gens à boire? Un autre regard sur les données pourrait nous donner une idée. Vous souvenez-vous comment les 2/3 de l'impact économique du Wisconsin provenaient de la perte de productivité? Pour DC, cela représente 81%. Une explication possible est mentionne que, en tant que siège du pouvoir pour les États-Unis, DC compte un certain nombre de résidents, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, qui commandent un salaire élevé. Manquer une journée de travail pour dormir après une gueule de bois ou pour une visite à l'hôpital à cause d'un accident ou d'une maladie du foie a le potentiel d'avoir un coût économique plus élevé qu'ailleurs dans le pays. Alors, cela signifie-t-il que le Wisconsin n'a pas de problème de consommation d'alcool coûteux? Je ne suis pas sûr d'aller aussi loin. 4 milliards de dollars ne sont pas une goutte d'eau dans l'économie de n'importe quel État, et le Wisconsin reste l'un des 10 premiers États pour la conduite en état d'ivresse. Le Wisconsin a du travail à faire, mais les nuances dans les données suggèrent que le reste d'entre nous pourrait se permettre de regarder en nous. Le Wisconsin est l'État le plus ivre, cela fait un titre accrocheur, mais cela n'aide aucun des autres États à gérer leurs propres problèmes avec l'alcool. Le Wisconsin a 12,5 décès liés à l'alcool pour 100 000 personnes. C'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais rien comparé au Nouveau-Mexique, qui a le taux le plus élevé du pays à 34. Étrangement, c'est aussi l'un des États avec le moins de bars. Le Wisconsin a en fait l'un des taux de décès par intoxication alcoolique les plus bas. Chaque année, pour 1 million de personnes dans le Wisconsin, 6 meurent d'intoxication alcoolique, comparativement à l'Alaska, où ce chiffre est de 46. Alors, que pensez-vous de tout cela? Il y a beaucoup de données contrastées concernant l'ampleur du problème d'alcoolisme dans le Wisconsin, mais il est indéniablement présent. Sont-ils l'État le plus ivre des États-Unis? Merci d'avoir regardé.